la une de l'actualité ce jeudi 22 mars, en Guinée, une manifestation des femmes de l'opposition pour exiger justice pour les victimes des violences politiques a été empêchée dans le centre de Conakry. Présidentielle en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce mercredi les électeurs à participer massivement au scrutin la semaine prochaine. Et puis la Croix-Rouge kenyane a annoncé que plus de 5000 personnes se sont réfugiées du côté kenyan de la ville de Moyale après avoir fui la partie éthiopienne où 9 civils ont été tués le week-end dernier. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le plus dur commence désormais avec la ratification du projet. L'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale a été signé mercredi lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali. Ce jour est historique après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002. Kigali marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration, a déclaré Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, lors de la cérémonie de clôture. Nous avons plus de 40 pays qui ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange sur 55. Nous pouvons être fiers du travail accompli, a-t-il déclaré. Sans plus de précision, les tests présentés par les dirigeants africains présents à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultations menées sous l'égide du président du Niger, Mahamadou Issoufou, en charge des travaux et des consultations depuis janvier 2016. 3 accords ont été signés mercredi, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, déclaration solennelle de fin de sommet. Ce projet d'une zone de libre-échange continentale, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012 et avoisinerait 2500 milliards de dollars de PIB cumulés. Mais le plus dur commence maintenant. Selon le test signé mercredi, pour entrer en vigueur, le test devra être ratifié par un minimum de 22 pays. Ce chiffre a fait l'objet de longs débats en amont de la signature, certains pays comme l'Afrique du Sud étant réticents à un taux de ratification trop bas et privilégiant une exigence minimale de 2/3 d'États ayant ratifié le test avant sa mise en œuvre. L'objectif établi pour une rentrée de vigueur de l'accord est fixé à janvier 2019, un timing que plusieurs pays, à commencer par l'Afrique du Sud, jugent trop juste pour accomplir le processus de ratification, régler les questions juridiques en interne tout en préparant l'élection prévue pour 2019. Il faut dire que cet accord signé ce mercredi par 44 pays africains est perçu comme essentiel au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain. We will be in a better position to leverage our growing strength. Nous serons mieux à même de tirer parti de notre force et de notre unité croissante pour défendre les intérêts légitimes de l'Afrique sur la scène internationale. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de signature. Les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale alors que nous discutons des prochaines étapes de notre voyage vers l'Afrique que nous voulons. On our journey towards the Africa we want. L'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. De fait, la tenue du présent sommet extraordinaire a soulevé une forte attente à travers le continent. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires et nos jeunes en particulier n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère alors même que l'Afrique regorge de richesses.
Je le disais en titre, en Guinée, une manifestation des femmes de l'opposition pour exiger justice pour les victimes des violences politiques a été étouffée dans l'œuf ce mercredi dans le centre de Conakry. C'est en tout cas le constat fait et rapporté par des correspondants de l'agence France Presse AFP. L'opposition qui conteste les résultats des élections locales du 4 février, officiellement remportées par le parti du président Alpha Condé, a organisé depuis des manifestations pour en exiger la révision qui se sont soldées par une douzaine de morts. Une controverse oppose le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, dirigée par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, aux autorités sur la responsabilité de ces violences. Des dizaines de policiers, gendarmes et même soldats par endroits, casqués, armés et munis de matraques, avaient érigé des barrages et filtré les entrées dans la presqu'île de Kaloum, le quartier administratif et des affaires qui abrite le palais présidentiel. Tous les véhicules et les motocyclistes étaient systématiquement fouillés, des personnes à bord interrogées sur les raisons de leur venue. Ce déploiement a empêché les femmes de l'opposition d'arriver jusqu'au ministère de la Justice pour soutenir un sit-in et déposer un courrier au garde des Sceaux. Cher Sako, c'est déjà un succès pour nous puisque le gouvernement a mobilisé tout cet arsenal pour nous attendre en paralysant le quartier administratif, a déclaré à l'agence France Presse la présidente nationale des femmes de l'UFDG, Maïmouna Diallo, organisatrice de la manifestation. Nous manifesterons tant que nous n'obtiendrons pas justice pour nos morts, a-t-elle assuré. Le calme était revenu en début d'après-midi et le dispositif allégé. Je vous propose à présent de suivre la femme du chef de file de l'opposition ainsi que la présidente des femmes de l'opposition. Obligé d'aller dans la rue pour nous faire écouter. Les gens disent souvent l'opposition n'a pas de stratégie, la rue n'est pas la bonne et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand il y a dialogue, les promesses sont tenues, ne sont pas respectées. Quand tu veux les rencontrer, ils te barrent la route. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Hier encore, on a tiré sur une femme. On veut qu'on attende pendant qu'ils n'attendent pas. Nous, on va dans ce pays. Tous les jours, on tue quelqu'un. Personne ne fait rien. Nous, on s'était dit que le gouverneur lui-même, il devait se joindre à nous en tant qu'époux, en tant que père de famille, en tant que citoyen de ce pays, pour nous aider à arrêter cette tuerie. Parce que tout se passe dans son territoire. On va écrire la lettre dans les règles de l'art, la déposer pour que la semaine prochaine, nous puissions faire cette marche. Parce que ce dont vous devez vous rassurer, c'est qu'on n'est pas prêt à arrêter tant que nos objectifs ne seront pas atteints. Nos objectifs, c'est d'arrêter les tueries, c'est de sortir ceux qui ont tué les 94 personnes et les traduire devant la justice. Allons à présent en République démocratique du Congo où les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le mois de décembre 2018 selon la Commission électorale nationale indépendante. Mais au sein de la population, les avis restent partagés. D'aucuns estiment qu'il n'y a pas lieu d'espérer, mais d'autres par contre pensent que des signes existent et montrent déjà qu'il y aura bel et bien des élections en décembre. On les suit. Alors jusqu'à ce jour, nous pensons que tout est sur la bonne voie parce que la loi la plus importante qui nous reste maintenant, c'est la loi sur la répartition des sièges qui doit être examinée pendant cette session de mars au niveau du Parlement et aussi certaines mesures de décrispation pour que ces élections se passent dans la bonne voie. Et nous osons croire que c'est la volonté politique qui fera ce que nous puissions respecter la date du 23 décembre 2018. Et surtout que la Commission électorale nationale indépendante, ce n'est pas elle-même qui s'autofinance. Elle doit être financée par le gouvernement congolais et aussi par certains partenaires qui voudraient aussi voir ce calendrier respecté dans notre pays. Donc voilà, il y a des contraintes sécuritaires qui, si elles ne sont pas levées, il y a lieu de douter que les élections puissent s'organiser à cette date-là. Mais il y a aussi les contraintes financières. Les élections coûtent à peu près $1 milliard selon les budgets tels que présentés par M. Nanga, qui est le président de la commission électorale. Mais il y a un mois, le porte-parole du gouvernement, ministre Mende, avait dit que le gouvernement avait mobilisé $500 000. Donc vous voyez qu'il y a encore des montants importants qui restent pour
financer les élections. Et surtout que jusqu'à présent, il n'y a pas de signaux des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, comme l'Union européenne, les États-Unis, qui d'habitude financent les élections. C'est vrai, ils ont aussi posé des conditions pour pouvoir financer les élections. Et il y a aussi une autre contrainte, c'est la contrainte législative. Au niveau de la CENI, on attend la loi sur la répartition des sièges. Jusqu'à présent, on n'a pas encore cette loi. Donc voilà, si jamais ces contraintes-là ne sont pas levées, donc à mon sens, en tant qu'analyste politique, j'ai envie de dire qu'on ne pourra pas aller aux élections à cette date-là, mais jusqu'à présent, il y a l'optimisme au niveau du gouvernement. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce mercredi les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel la semaine prochaine. C'était lors d'un discours dans une salle majoritairement remplie de femmes le jour de la fête des mères. Le chef de l'État a fait cet appel après avoir nié la veille toute responsabilité dans l'absence de l'opposition dans ce processus électoral. Nous devons affirmer au monde que ce pays est dirigé par son peuple. À travers ces mots, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi appelait les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel des 26, 27 et 28 mars prochains. C'était lors d'un discours dans une salle majoritairement remplie de femmes le jour de la fête des mères. Le président sortant brigue un deuxième mandat de 4 ans face à un unique candidat, Moussa Mostafa Moussa, qui est aussi l'un de ses plus fervents soutiens. Plusieurs autres candidats, considérés comme ayant de bonnes chances de récolter des voix, ont été écartés de la course ou interpellés. Dans la course à la présidentielle, l'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. Selon l'armée, le général de réserve a enfreint la loi militaire en se déclarant candidat illégalement. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik avait été conduit dans un hôtel à son retour d'exil aux Émirats arabes unis après s'être déclaré candidat. Il y est resté jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Dans une interview à la télévision égyptienne mardi soir, le président Abdel Fattah al-Sisi a estimé que l'absence de concurrents sérieux dans ce processus électoral n'était pas de sa responsabilité. Pour finir, près de 5000 personnes en provenance de l'Éthiopie se sont réfugiées du côté kényan de la ville de Moyale après la mort de 9 civils tués le week-end dernier par des soldats éthiopiens dans des circonstances controversées. Il s'agit de chiffres qui ont été annoncés ce mardi par la Croix-Rouge kenyane. Voici les images. La majorité étaient des femmes et des enfants. Selon un communiqué de la Croix-Rouge kenyane, ils étaient près de 5000 personnes qui se sont réfugiées du côté kényan de la ville de Moyale après avoir fui la partie éthiopienne. Ces déplacements massifs ont été observés depuis que 9 civils ont été tués le week-end dernier par des soldats éthiopiens dans des circonstances controversées. Selon des habitants de Moyale qui ont requis l'anonymat, l'armée éthiopienne recherche des membres du Front de Libération Oromo, un groupe armé rebelle, et ces personnes sont en fuite par crainte d'être pris pour cible. Une version officielle avait rapporté dimanche que des soldats avaient tué 9 civils près de Moyale après les avoir pris par erreur pour des rebelles. Mais d'autres témoins avaient contesté cette version. L'armée est arrivée et a commencé à tuer des gens, tuant beaucoup de gens sans but. Et c'est pourquoi moi et les 8 membres de ma famille avons fui l'Éthiopie et sommes venus chercher refuge ici au Kenya. La situation ici n'est pas très bonne parce que nous avons beaucoup de gens dans cette région. Ce sont des réfugiés de la région frontalière. Nous n'avons pas assez d'eau, ils n'ont pas d'abri et nous craignons que certaines maladies ne viennent plus tard. And we are fearing for some diseases to come later. Nous avons fui l'Éthiopie parce que les forces de défense nationale éthiopiennes sont venues et ont attaqué, tuant 14 personnes et nous ne savons pas pourquoi. Le meurtre de civils par le gouvernement éthiopien est une norme parce que depuis 27 ans, sous le régime de Meles Zenawi et jusqu'à aujourd'hui, le peuple Oromo est maltraité. La fusillade s'est produite dans un quartier réputé pour son opposition au gouvernement éthiopien. Les relations entre la population et les soldats déployés à Moyale se sont tendues après la déclaration de l'état d'urgence
au lendemain de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.